Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour. Bonjour. Stratégiste à la Banque Postale Asset Management. On va évidemment parler des marchés, octobre rouge, mais quand même, j'ai envie de vous dire, le 27 août, moi j'ai un type bien qui est en face de moi le 27 août sur ce plateau, expert chevronné, qui m'a dit, j'ai retrouvé la vidéo, le bull market n'est pas terminé. 27 août, on est à 5480 points. Voilà. Vous avez compris de qui il s'agit. Hein. Oui, c'était moi, oui. Voilà. Et 2 mois après, non mais c'est bien qu'il y ait une continuité dans nos échanges, c'est ça qui est intéressant, et puis on ne peut pas avoir raison tout le temps non plus. On est en dessous, enfin non, on est sur les 5000 points, on peut le dire aujourd'hui, 2 mois après. Qu'est-ce que vous avez loupé? Alors, le bull market, on en parlait parce qu'on n'avait pas eu de correction de plus de 20% depuis 2009. Ouais. Et c'était très à la mode à l'époque de dire, regardez, c'est le plus long bull market. Ouais. On est toujours dans ce bull market. Je suis désolé, mais on n'a toujours pas eu la correction de 20%. Ah, donc il persiste ici, mais en même temps, les chiffres sont têtus. Alors, on n'a pas eu. Alors 20% depuis le point haut ou depuis le point haut? Normalement, c'est depuis le point haut. Ouais. Et depuis, on est où? Non. Ça dépend quel indice on prend en plus. Oui, mais on n'a pas eu de correction de 20% sur le CAC, sur l'Eurostock, sur. Donc on est toujours en marché. Donc pour l'instant, on reste malgré la correction. On est toujours sur la tendance. Ce qui a changé beaucoup, et moi qui me fait peur maintenant, c'est la publication des résultats. Ouais, c'est-à-dire qu'on a des chiffres macroéconomiques qui tiennent, qui ne sont pas horribles, ça va à peu près bien. Par contre, les résultats sont mauvais. Et ça, c'est un vrai changement. Pourquoi? Parce qu'on a eu une bourse qui a baissé sur des valorisations. Et en fait, la charge de la preuve, pour moi, elle était sur les négatifs, sur les bears, les pessimistes. Pourquoi? Parce que le marché baissait petit à petit, mais la macro et la micro tenaient. Maintenant, on a des publications qui surprennent et qui surprennent à la baisse. Aux États-Unis ou en zone euro? Parce que globalement, aux États-Unis, on a quand même des boîtes qui font mieux qu'attendu, mais c'est moins bien que lors des 2 derniers trimestres. Et donc, c'est ça qui perturbe les marchés. C'est bien, mais c'est moins bien qu'un petit peu avant. Non, il y a ça, et puis il y a surtout des publications qui sont mauvaises. Vous avez certaines boîtes industrielles, les deux. Vous avez des boîtes industrielles aux États-Unis qui commencent à dire que la guerre commerciale les impacte. Qui? 3M, Caterpillar, c'est ça? Par exemple, oui, il y a des noms comme ça. Hier. Vous avez des entreprises qui vous disent que le prix du pétrole est maintenant trop élevé. Vous avez pas mal de publications en Europe qui restent mauvaises, alors qu'on venait de 9 trimestres de suite de surprises positives. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Ça reste bon dans l'absolu. On attend, au 3e trimestre, 22% de hausse, non 19 aux États-Unis, une révision à la baisse. Hein. Ouais. 19% de hausse des profits sur les boîtes du S&P 500. Sur le CAC 40, on attend quoi? Je ne sais pas, 8-9, je n'ai pas les chiffres en tête, on attend quoi? 8-9%. Pardon, il n'y a pas de quoi s'emballer. Donc, mais par contre, si on fait 6-7, ça change tout. Ouais. D'ailleurs, Atos hier, c'est dingue. Il y a Atos qui baisse encore 5% aujourd'hui. Ouais. Atos qui dit, le chiffre d'affaires, ça ne sera pas 1% de hausse cette année, ça sera pas 2-3%, ça sera 1%. Ça perd 25% en 24 heures. On a depuis quelques trimestres des réactions qui sont très asymétriques. C'est-à-dire, si vous publiez mieux qu'attendu, l'entreprise monte un petit peu. Par contre, si vous publiez en dessous, vous avez une énorme baisse. Donc jusqu'à présent, ça tenait parce qu'en moyenne, les publications étaient en dessus des attentes. Là, en moyenne, on est en dessous. Et donc évidemment, vous avez des très très fortes variations à la baisse. Alors, donc il y a vraiment des déceptions pour vous au global? Oui. Sur les résultats d'entreprise, il y a vraiment des déceptions? Ce n'est pas uniquement des déceptions, c'est des entreprises qui commencent à regarder 2019 et qui commencent à nous dire, attention, 2019 sera moins bon. Et je pense que vous avez le double effet. Alors, fondamentalement, je reste sur le point de vue que l'économie est plutôt bonne, qu'il n'y a pas de ralentissement très marqué. Et donc, si vous rentrez, c'est exactement ce que vous venez de dire, si vous rentrez dans la logique de dire, regardez, le CAC 40 ou l'Eurostock, depuis un an, les profits ont progressé de quoi? 6-7%, grosso modo. Et en fait, on a une correction de 8-9%. Donc, ça veut dire qu'avec des profits plus élevés, vous payez beaucoup moins. Donc il y a vraiment un effet psychologique. Grave. Non, je sais pas, non, c'est pas une opportunité de dire les profits montent, les valorisations baissent, évidemment, on va dire. Non, je sais pas. Alors vous allez me dire qu'on est toujours dans un bull market, dans ce cas-là. Dans ce cas, je vous rejoins, c'est ça. Pour vous, on est toujours au marché aussi. En même temps, Donald Trump, quand il a commencé à dire il y a une semaine, attendez, c'est la correction que tout le monde attendait, il a bien résumé le truc. Ça fait quand même des mois et des mois. Quand on dit, voilà, les marchés sont chers, il faudra bien un jour qu'il y ait une vraie correction, eh bien on l'a, ce n'est pas un bain de sang non plus.
c'est une correction qui est quand même assez violente, ça c'est une évidence. Et il y en a encore que ça étonne, que ça surprend, qu'il y ait une correction. On a une vente de marché haussier et haut. Je pense, qu'on a été très mal éduqué avec 2017, parce que les marchés sont montés tout doucement, de manière très stable. Donc là, on a effectivement une correction qui n'est pas monstrueuse, et je pense qu'on panique un petit peu trop vite. D'autre part, je pense que les fondamentaux, une fois de plus, en tout cas en économie, sont bons. Une fois de plus, ce qui m'inquiète beaucoup, et ça c'est le changement par rapport à fin août, c'est que jusqu'à présent, la macro et la micro nous racontaient la même histoire. Là, on a la macro qui reste relativement bonne, on a la micro qui commence à vraiment pêcher. Et donc, il y en a une des deux qui a tort. Et c'est là où on peut se tromper. Ouais. Après, il y a cette question, encore une fois, cette glissade, elle est sévère, elle est violente. Quand on se prend et qu'on a des valeurs comme ça en portefeuille, quand on voit valer au moins 50 depuis le début de l'année, ça fait évidemment très très mal. Après moi, 50, c'est un peu une exagération, mais aux États-Unis, encore une fois, quand on observe la séance d'hier, ça a commencé, c'était terrifiant, on était à -2, -3 sur le marché américain, et derrière, après, les esprits se sont calmés un petit peu, voilà, et puis les investisseurs ont opéré ce qu'on appelle des rachats à bon compte, et au final, on a eu, la séance s'est plutôt relativement bien terminée, enfin on a eu une légère correction, mais voilà, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de capitulation pour l'instant, il n'y a pas de débat. On sait que quand ça se finit en général, le point bas, parce que là où je veux en venir, c'est qu'il y a un point bas qu'on a hâte d'atteindre, enfin, quand on est encore haussier sur les marchés. Est-ce qu'on l'a atteint ou pas? On a le sentiment que c'est pas. Il y a ce sell-off, cette capitulation des investisseurs qui vendent tout, etc., n'importe comment. Et là, on se dit, ça y est, ça va remonter, quoi. Alors, il y a un point qui est important aussi, c'est vous avez une correction boursière, mais vous avez aussi des rotations sectorielles qui sont absolument monstrueuses. Ou des rotations... Qu'est-ce qu'on appelle la rotation sectorielle? C'est-à-dire que vous avez certains secteurs qui sont extrêmement pénalisés, alors que vous avez d'autres secteurs qui tiennent. Vous avez des styles aussi, des entreprises qui sont énormément pénalisées, alors qu'il y en a d'autres qui tiennent un petit peu plus. En gros, donc vous avez une dispersion des performances qui est extrêmement élevée, beaucoup plus que ce qu'on avait vu avant. Quel rapport avec ma question? Le rapport, c'est que si vous avez ça, vous n'êtes pas en train de repricer un scénario économique. Si vous êtes en train de dire l'économie va mal, on part en récession, toutes les entreprises baisseraient en même temps. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez certains secteurs qui sont très pénalisés, d'autres qui le sont moins, certaines actions qui tiennent bien. Donc, on est aussi en train de voir une rotation sectorielle très forte. Je pense que certaines valeurs étaient très très chères. Mais tout baisse là, pardon. Il y a pas de... La rotation, c'est je vends tel secteur ou telle valeur et j'en achète une autre. Oui. Et d'ailleurs, souvent, on vendait ce qui avait le plus monté pour acheter ce qui avait le plus baissé. C'est le cas. C'est le cas dans une... Certains disent qu'on est en train de sortir de cette logique-là. C'est possible. Pour l'instant, moi, on vit le rebond du chat mort. Il y a une expression en anglais, c'est... Oui, the dead cat bounce. Dead cat bounce, ça veut dire que même un chat mort, quand il tombe de très haut, il y a un petit rebond. Mais ça veut dire que ce rebond est éphémère. Effectivement. Donc, ce n'est pas votre sentiment, ça? Non, ce n'est pas mon sentiment, parce qu'une fois de plus, je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent parce que les entreprises elles-mêmes sont prudentes. Et après, vous pouvez très bien rentrer dans une spirale négative. C'est-à-dire que si les entreprises sont prudentes, elles n'investissent plus, elles ne créent plus d'emplois, donc il y a un ralentissement. On n'en est pas là. Donc ça valide. Non, je ne pense pas qu'on en soit là pour l'instant. Déception sur les résultats en cours et sur les prévisions à venir. C'est pas rien quand même. Oui, c'est pas rien. Une fois de plus, pour revenir sur le marché, vous avez des valorisations qui ont baissé, c'est-à-dire un marché qui est de plus en plus sceptique sur le futur. Vous ne payez pas pour le futur. Oui, mais les valorisations des boîtes sont ridicules. Alors hier, Eric Lewin, qu'on aime bien, me disait, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va le croire, que le PER sur Renault était à 4. Vous avez... Il faut acheter tout de suite, là. Je veux dire, quand on est une optique de long terme, on achète. Hein. Oui. Vous avez des PE sur l'Eurostock qui sont autour de 14,5. Ratio cours sur bénéfice par action. PE. Oui. Qui sont autour de 14,5, 15. Ce qui n'est pas très loin de la moyenne de long terme. Donc effectivement... il m'a dit 11-12 hier sur le CAC 40. Sur le CAC 40, peut-être. Ouais. Je regarde l'Eurostock. Mais donc effectivement, on a des valorisations maintenant qui ne vous donnent pas un signal baissier très très fort. Des valorisations qui quoi On a des valorisations qui sont revenues pas loin de la moyenne de long terme. Ouais. Donc c'est pas bradé, en moyenne c'est pas bradé. Non, mais si vous vous souvenez, à la fin de l'année dernière, le discours c'était de dire les valorisations sont beaucoup trop élevées, c'est 2001, on va avoir une très forte correction comme on a eu en 2001, etc. etc. Ce qui n'a pas été le cas finalement. On a une correction, mais on reste dans les limites du raisonnable pour l'instant. Et on devrait y rester selon vous, dans les limites du raisonnable? J'espère.
Je pense que une fois on de n'a plus... pas l'air hyper confiant là. Non, parce qu'une fois de plus, par rapport à août, la grosse différence, c'est que les entreprises sont beaucoup moins optimistes. Ouais. Mais en même temps, Donc, c'était un peu prévisible. Attendez, Stéphane Déo. Non mais, on s'emballe un peu là. On a les institutions internationales, le FMI, d'autres qui disent attendez, la guerre commerciale, un jour ou l'autre, pétrole cher, ça va avoir une influence, ça va avoir un impact sur les entreprises. Eh ben ouais, on y est. Oui, tout à fait. On ne peut pas s'étonner non plus. C'est marrant, cette capacité que les marchés, on va s'étonner d'un truc qui est une évidence. Je ne suis pas convaincu que ce soit une évidence, mais effectivement, la guerre commerciale, on a vu, vous avez cité des noms, très clairement, il y a eu un impact. Le pétrole cher également. Après, si vous regardez sur la guerre commerciale, on a eu des chiffres, par exemple, d'exportation chinoise qui étaient très forts récemment. Ouais. Les exportations sur les États-Unis, mais aussi sur l'Europe et sur l'Asie. Donc le commerce international tient, malgré tout. Ralenti, mais tient. Oui, ouais. Vous avez des chiffres d'exportation coréenne. Alors normalement, c'est un indicateur avancé parce que la Corée est la première à exporter, qui sont forts aussi. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent qu'on ne l'était fin août, parce que clairement, l'histoire a changé, l'histoire micro. Mais il n'y a pas matière à paniquer. Je pense que c'est un peu trop tôt pour paniquer. Bon, il reste quelques minutes, Stéphane, pour parler de l'Italie, voilà, et de ce saut dans le vide. C'est un peu un saut dans le vide ce que vient de faire la Commission européenne, puisque c'est du jamais vu, d'avoir un rejet d'un budget qui donne 3 semaines au gouvernement italien. Ça vous fait sourire, hein, parce que quand même... Alors, on sait bien que les sanctions, on l'a dit tout à l'heure, les sanctions théoriques de 0,2 ou 0,5 points de PIB, c'est 0,2, mais ça peut aller jusqu'à 0,5. Bon, voilà, ça n'a jamais été appliqué. On a Giuseppe Conte qui dit qu'il veut continuer à négocier avec la Commission. En même temps, on a les deux autres, là, Salvini et Di Maio, qui disent en gros, on bougera pas sur le budget. Ça veut dire que la copie ne sera pas corrigée. Et ça veut dire que c'est ça, in fine... on dit que c'est le retour du politique, mais in fine, c'est les marchés qui, voilà, si le spread et l'écart entre les taux à 10 ans italiens et allemands vont à 400 points de base, on est à 310, 315, il paraît que le gouvernement, là, pour le coup, il risque d'émerger un peu, là, non, de bouger. Mais c'est exactement l'histoire aussi. C'est ça que ça nous rappelle un peu la Grèce, de voir que les marchés vont c'est le marché qui vont faire le travail. C'est-à-dire que vous avez un rejet du budget qui peut amener à une procédure de déficit excessif. À terme, c'est long tout ça. À terme, qui peut amener, alors si vous regardez toutes les étapes, il faut au moins de 2-3 ans avant qu'il y ait une amende. Il y a eu 38 procédures de déficit excessif depuis que ça existe. Donc on s'en fiche à vous écouter, c'est un non-sujet, c'est un non-événement? C'est pas que c'est un non-événement, mais je pense que la capacité de la Commission à imposer quelque chose à un pays est très limitée. Il y avait un papier de l'Institut Delors, qui sont des gens très très sérieux, qui disait finalement cette procédure de déficit excessif, c'est juste un moyen pour la Commission d'avoir de l'information sur les budgets des pays qui dépassent. Mais il y a quasiment... Enfin, moi, je pense que la capacité de la Commission à imposer à un pays un budget est proche du zéro absolu. L'idée qu'il y a des dictats de Bruxelles, je suis désolé, mais ça ne tient pas la route. Donc cette histoire se termine comment? Parce que ce bras de fer qui est en train de se durcir peut peut-être faire paniquer les marchés. Et donc les taux souverains italiens vont monter jusqu'à un niveau qui va étrangler un peu le pays. Et là, Salvini, il faudra qu'il bouge, quoi. Alors ça, c'est exactement l'exemple grec de Syriza. C'est le parallèle qu'on peut faire entre la Grèce et l'Italie. C'est la Commission n'a pas les moyens d'imposer un budget raisonnable à l'Italie, et donc il faut que quelqu'un fasse le sale boulot, et ce sera les marchés. Et donc là, vous avez des spreads qui progressent énormément, et un budget correctif à terme. Mais dans ce cas-là, effectivement, vous devez passer avec des taux beaucoup plus élevés que ce que l'on a à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils feront mal à l'Italie? Parce que l'Italien qui veut acheter sa maison, l'entreprise italienne qui veut investir pour acheter une Chine, une autre boîte, ça coûte très cher. Je rappelle que même avec les taux à l'heure actuelle, quand l'Italie émet de la dette, elle l'émet en moyenne à un taux d'intérêt plus faible que la dette existante. Parce que l'Italie... Quand elle renouvelle son stock de dette... Voilà, l'Italie a émis de la dette depuis 10 ans, donc à des taux beaucoup plus élevés. Ah, donc même si ça remonte, ça reste encore plus bas que la moyenne des 10 dernières années. Donc pour l'instant, non, tout va bien, je ne dirais pas comme ça. Comme le film, voilà. Tout va bien. C'était la haine, vous vous rappelez? Oui. Jusqu'ici. Non, pour moi, la conclusion, c'est que les taux, là où ils sont, ne mettent pas vraiment la pression sur l'Italie, pour l'instant. Ouais. Il faut les mettre beaucoup plus haut. Si on rentre dans la logique où le budget n'est pas tenable, les marchés doivent mettre la pression sur l'Italie, je suis désolé, mais les niveaux où on est ne sont pas suffisants. Donc finalement, ils ne vont rien bouger.
tant que les marchés ne sanctionnent pas, encore une fois, la dette italienne, ils ne bougeront pas, ce gouvernement anti-élite ne bougera pas sur son budget? Il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la durée de vie moyenne d'un gouvernement en Italie, c'est 1 an et 20 jours. On a un gouvernement qui est quand même un petit peu bizarre, avec 2 extrêmes. Donc on peut très bien... Qui a été élu. Oui, non, mais il a été élu. Oui, je critique pas le fait que ce soit un gouvernement représentatif. La question, c'est est-ce qu'il est pérenne? Et ce n'est pas tout à fait évident. Et si vous avez à terme des élections, si vous voulez, le problème, c'est que vous avez d'un côté la Lega qui veut baisser les impôts et de l'autre côté 5 étoiles qui veut augmenter les dépenses. Je simplifie beaucoup trop, mais c'est à peu près l'histoire. Et donc ça fait exploser les voilà, déficits. Quand vous faites les dents en même temps. Mais ça peut relancer la croissance, tout le monde est dubitatif. Jean-Claude Trichet, il y a 2 jours, était là, il ne croyait pas du tout et tout, mais peut-être que ça peut, peut-être ça peut marcher, relancer un peu de croissance, non? Ce serait très bien. C'est le vrai gros problème de l'Italie, c'est relancer la croissance. Je ne pense pas qu'on relance la croissance en dépensant avec des dépenses budgétaires. Par contre, il y a des réformes structurelles en Italie qui sont très importantes, qu'il faudra mettre en place. Oui, mais elles ont été mises en place par Matteo Renzi. Il a fait plein de choses, Matteo Renzi. On ne voit pas que ça a été marché, pardon. Non, il n'a pas fait. Si, sur le marché du travail, il a fait plein de choses. Non. Dans les réformes de structure, celui qui est allé plus loin, c'est Matteo Renzi en Italie. Est-ce qu'on voit les bénéfices pour l'économie italienne? Pas sûr. Vous avez encore énormément de problèmes pour créer une entreprise. Vous avez énormément de problèmes pour administratifs. Vous avez des lourdeurs administratives énormes. Vous avez un problème avec les retraites. L'Italie dépense beaucoup plus pour ses retraites que pour l'éducation. Enfin, vous avez beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus. Après, encore une fois, il y a l'Italie et puis il y a la contagion. Et on se dit qu'avec d'autres pays qui n'ont rien demandé dans cette histoire, le Portugal, l'Espagne, qui voient leur taux d'intérêt aussi monter légèrement, mais un petit peu quand même. On se dit que la fermeté, ou d'autres diront l'entêtement du gouvernement italien, est-ce que ça expose pas, question existentielle, la zone euro à une nouvelle crise, comme on a connu en 2012-2013, crise des dettes souveraines? La question vient d'être posée, on n'en est pas là du tout, mais il faut se la poser. Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contamination. C'est-à-dire que les spreads, les écarts de taux italiens ont énormément bougé. Effectivement, le Portugal et l'Espagne ont été affectés. Mais voilà, par rapport à 2011, par exemple. Mais si vous avez une vraie crise italienne, clairement, ça ne restera pas en Italie. C'est quand même x10 en termes de taille par rapport à la Grèce, l'Italie. On parle de 2000 milliards d'euros, donc c'est pas une taille. Donc pour l'instant, les taux à 10 ans italiens restent à un niveau à peu près soutenable pour la macroéconomie italienne et rien ne pousse aujourd'hui le gouvernement, effectivement, qui reste droit dans ses bottes. Pour l'instant, si mes souvenirs sont bons, les emprunts qui ont été émis par l'Italie depuis le début de l'année l'ont été en moyenne à un taux d'intérêt inférieur à 1%. Ça ne pourrait pas durer. Et ça ne va pas durer. Si. Si on monte à 4, 5, etc. Non, parce que vous émettez sur du 10 ans qui est à 3%, mais vous émettez aussi sur la partie courte de la courbe qui est beaucoup plus basse. Ah oui. Donc en fait, vous vous retrouvez toujours à émettre avec du 1, 1,5% en moyenne. Donc je reviens sur mon argument qui est que pour l'instant... Et ça se finit comment cette histoire? Attendez, parce qu'on glose, on discute, on phosphore, mais ça se finit comment cette saga italienne, cette commedia dell'arte? Ça se finit comment? Elle en finit là-dessus d'ailleurs, nous aussi. Mon gros problème, ce n'est pas le problème immédiat, parce que vous avez une dette sur PIB qui est à peu près stable. Le vrai problème, c'est la prochaine crise. Quand vous partez d'un déficit à 2,4, le jour où vous avez une crise, votre déficit explose. Une récession. Ils sont à 1% de croissance aujourd'hui. Oui. Vous avez un déficit qui va exploser, et donc votre dette sur PIB, si le PIB baisse, elle explose immédiatement, et là, vous avez un énorme problème. C'est ça la vraie question. On n'en est pas là. Et on note tout ce qu'il nous a dit, parce que quand tu reviendras dans 6 semaines, on va lui ressortir. Allez, merci d'avoir été avec nous. Stéphane Déaudon, stratégiste à la Banque Postale Asset Management, qui était l'invité de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci.